Marc Galli, bonjour. Bonjour Pascal, je suis ravi d'être là avec toi cet après-midi. Alors, moi je suis content parce que on échange beaucoup et puis finalement on échange que sur ce qui nous intéresse et aujourd'hui on va peut-être glisser sur d'autres choses, c'est pas improbable. Donc je te propose pour commencer de te présenter comme tu le souhaites. Je suis Marc Galli, je suis médecin anesthésiste et j'ai toujours pensé que ce métier était le médecin généraliste des services de chirurgie. Et donc je suis toujours allé un petit peu au-delà de ma fonction vraiment très stricte d'anesthésie, c'est endormir, réveiller, réanimer. J'ai fait évidemment de la réanimation. J'ai fait de la chirurgie vasculaire très lourde pendant une vingtaine d'années. Mais je me suis aussi intéressé et très tôt au problème de la douleur. Et je suis allé pendant un an à la consultation du regretté François Bourreau à Saint-Antoine. Et on avait déjà une approche moderne, multidisciplinaire à cette époque. Et puis petit à petit, par l'intermédiaire du chirurgien, parce qu'en fait c'est une unité chirurgicale, on avait des problèmes dans la prise en charge de nos anesthésies loco-régionales et en particulier dans la prise en charge de la chirurgie carotidienne. Et par ce biais-là, je me suis intéressé dans un premier temps à l'hypnose chirurgicale. Et puis chemin faisant, et après une réflexion de François Roustan, me suis décalé vers l'hypnose médicale qui n'a rien à voir avec les prises en charge périopératoires. Voilà en gros. D'accord. Tu as dit plusieurs mots. Tu as parlé de quelqu'un qui t'a marqué, que tu as vu travailler. Tu as parlé de François Roustan. Donc tu nous parles de personnes qui t'ont marqué. Est-ce que ces personnes tu les intègres dans ton travail? Est-ce que tu t'appuies sur elles ou tout simplement elles t'ont donné envie de faire des choses? Elles t'ont autorisé à faire des choses? En fait, mon parcours professionnel, c'est un parcours de rencontre. J'irai même plus loin, ça vient bien au-delà. La première rencontre, c'est vers l'âge de 4 5 ans, le médecin généraliste qui vient à la maison. Et quand il part, j'ai dit, je voulais être médecin. La deuxième rencontre, probablement, alors ça, je l'ai peut-être perçu un peu plus tard dans ma vie, c'est ma famille. Grand, très engagé dans la résistance, très engagé dans la vie. Mon père est parti à Londres en 40, ouais, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais cette notion d'engagement, je la dois à ma famille. Et c'est pas rien. On trimballe ça. Je suis pas le seul. Après, c'est probablement les gens qui m'ont dit fais de l'anesthésie, alors que je voulais faire de la pneumologie, premier semestre d'internat. Ils m'ont dit fais de l'anesthésie, t'es fait pour ça, tu verras, tu feras de l'AREA. Donc voilà, bascule de vie. Et puis l'autre rencontre, c'est probablement Sami Hanidja. Il venait d'être nommé chef de service à l'hôpital Saint-Michel. Et on avait travaillé toute une nuit ensemble. Et le matin, on avait repris. Et au lavabo, il se lavait les mains. Et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, je veux travailler avec toi. Il m'a dit, d'accord. Ça a duré 20 ans. 20 ans dans lequel on est passé de la chirurgie très lourde à l'hypnose dans la chirurgie loco-régionale. Et probablement l'une des dernières rencontres, c'est ma tante, qui était une universitaire, et je viens la voir, parce que j'étais très proche d'elle, et je lui dis, je m'intéresse à l'hypnose. Elle me dit, ah, tu t'intéresses à l'hypnose? Tu devrais lire François Roustan, il suffit d'un geste. Et elle me répond, tu seras dans un autre monde. J'avais déjà été formé à l'hypnose par une autre école. Ça m'avait pas accroché.
parce que, il y avait beaucoup de scripts, beaucoup de protocoles. Je me dis, je cherche une spécialité protocolaire, je ne vais pas en retrouver une autre. Et quand j'ai lu Roustan, il suffit d'un geste, je l'ai lu au maître. Ce que j'appelle au maître, toi qui es musicien, tu sais, c'est de la musique comme ça. J'ai pas tout compris. Et à la fin, j'ai dit, je veux faire ça. Ça m'intéresse. Et bon, chemin faisant, je me suis rapproché d'eux, etc., etc. Voilà en gros mon chemin de rencontre. Et vraiment, je perçois mon chemin professionnel et évidemment aussi mon chemin de vie par une succession de rencontres comme ça qui m'ont marqué. Il y en a sûrement d'autres, mais ça, c'est vraiment les pierres d'attachement. Alors c'est intéressant parce que tu montres qu'il y a des rencontres qui t'ont donné envie. C'est le petit enfant qui voit un médecin, qui dit j'ai envie de faire comme lui. Tu t'identifies à ce médecin. Et puis, tu as la rencontre avec des personnes qui te disent, il faut faire ça. Et puis, on va le faire parfois. Alors, est-ce que c'est notre destin? Est-ce que c'est de la providence? Voilà. Est-ce qu'on est dans quelque chose où il y a une aide derrière qui est plutôt, qui nous protège, ou est-ce que finalement, c'est, mais fais ça, ça sera plus simple. Bon, voilà. Tu vois, tu nous parles de rencontres qui peuvent amener deux choses très différentes. Et dans ton travail d'anesthésiste, c'est ce travail qui t'a permis de rencontrer des gens, donc comme le chirurgien avec qui tu as travaillé, et avec qui tu as partagé quelque chose. Donc tu nous parles au départ d'un choix. Pourquoi tu voulais faire pneumologue, au fait? Parce que j'avais trouvé mon stage d'externe intéressant. Le patron est très, très marrant et il nous laissait faire plein de trucs. Et puis, il y avait et de la réanimation et de l'approche technique et de la clinique. Je me suis dit, c'est assez complet et donc je voulais faire ça. Aujourd'hui, est-ce que tu as, dans le mot souvenir, euh, toujours des souvenirs d'hypnose en tête quand tu es avec des patients en pleine consultation, ou est-ce que tout simplement tu es en consultation et tu ne te poses plus la question de savoir ce qui a pu être là avant, c'est en toi. Est-ce que ça, tu le ressens, ça? Oui, c'est intéressant cette question que tu me poses, parce que je reçois des étudiants de la Pitié qui viennent me voir en consulte. Et à la fin de leur journée, je leur dis, on ne sait jamais qui y a derrière la porte. Et en fait, tu découvres en ouvrant la porte, et quand les personnes s'assoient, tu découvres qui y a et leurs problématiques. Alors, c'est vrai quand même que bien souvent, il y a les trames de la vie sont quand même, il y a un socle commun des souffrances de la vie. Néanmoins, la façon dont les gens le traduisent, le perçoivent et l'apportent est très différent, très très différent. Mais il y a quand même des trames de vie qui sont quand même très communes à ce qu'on est, un être humain, un être humain. Mais pour revenir à ces choses très intéressantes dans les rencontres que tu viens de souligner, en fait, c'est la notion de perception. C'est-à-dire, quand je vais voir Sami Hanidjar qui est en train de se laver les mains et je lui dis, je veux travailler avec toi, il n'y a pas de réflexion là-dedans. Je perçois simplement que je veux travailler avec ce gars-là parce qu'il y a quelque chose d'invisible qui nous unit. C'est quand le médecin à 5 ans s'en va de la chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas te le dire. Je peux pas te le dire. Tu vois, quand je lis Roustan et je dis c'est ça que je veux faire, je le ressens. Et là, en fait, c'est des phénomènes hypnotiques qui sont de rôle à perception. Après, tu as peut-être du mental. T'expliques, il vient d'être nommé chef de service, il a de l'avenir, il est audacieux, il est là, tu vois, tu peux après, mais quand tu vas au lavabo, tu as envie d'aller à la lavabo et la conversation a duré 5 secondes, tu vois. Il m'a dit oui, et ça s'est arrêté là. Il m'a pas posé de questions. Il m'a pas dit mais pourquoi, mais comment, rien. C'est, tu vois, deux perceptions communes qui se rencontrent. D'accord. Quand tu es avec un patient et que le patient te dit, écoutez, docteur, j'ai acheté votre livre sur l'attente, j'ai vu comment vous parlez du fauteuil, mais finalement, à vous lire, j'ai l'impression que vous ne faites rien.
euh, vous installez quelqu'un dans un fauteuil. Dites-moi où je peux acheter ce fauteuil. Tu dis quoi? Ben, je leur dis, faites les magasins et trouvez celui qui vous convient. Euh, ben, je fais rien. Je pense que tout se passe dans la relation, dans le moment dans lequel ils sentent plutôt leur corps que leur mental. C'est, c'est, c'est vraiment le retour. Il y a toujours un temps dans lequel je le fais sentir le fauteuil, l'immobilité du corps et la perception du corps. Et souvent, ça suffit, faut pas exagérer non plus, mais ça suffit pour qu'ils changent de position, qu'ils simplement ressentent leur stabilité. Alors, je mets une métaphore. Quand tu es dans le métro, dans le bus, enfin toi tu y es de moins en moins, mais quand tu es debout, t'es pas à l'aise. Ça freine, ça accélère, tu essayes de t'accrocher, donc tu recherches la stabilité. En fait, c'est comme ça qu'ils arrivent, instables. Par contre, quand ils sont assis dans le métro ou dans le bus, leur corps est déjà stable. Et à ce moment-là, ils sont plus tranquilles. OK? Et donc, d'emblée, je leur donne cette métaphore en disant, regardez, dès que vous êtes assis, on ne fait plus attention de la façon dont on est installé. Si on est dans un fauteuil, un strapontin, un canapé, un lit, ou etc. Voilà. Et ça, ça les interroge d'emblée. Et donc, quand je fais cette métaphore et que je leur dis, voilà, vous êtes là, sentez la stabilité, et à ce moment-là, ils retrouvent la stabilité du corps. Ils arrivent instables, ils retrouvent la stabilité du corps et une certaine immobilité, et en fait, c'est quelque chose qu'ils découvrent. D'accord. J'ai fait faire une expérience à des patients à un moment. Ça m'avait amusé de jouer avec eux. J'ai mis un papier sur une chaise en mettant la chaise qui guérit. Et à côté, j'ai mis chaise qui ne guérit pas. Et je demande au patient qui est en face de moi de choisir sa chaise. Étonnant. C'était étonnant. Il y en a qui se sont jetés sur la chaise qui guérit. Et il y en a qui se sont mis sur la chaise qui ne guérit pas, de peur d'être obligés peut-être de changer. Et de changer pourquoi, etc. Ça montrait que la notion de temps n'était pas la même entre les patients. C'était intéressant. Et moi, en t'écoutant, je me disais, quand tu parles de relations, il y a deux relations qui se jouent probablement. Il y a la relation entre toi et le patient qui, lui, est installé et toi qui es installé. Donc une relation entre deux personnes installées. Et puis la relation entre le patient dont la pensée va commencer à ressentir le corps, puisque le corps est un peu plus en paix, évidemment. Alors le fauteuil, ça peut être un divan, hein. J'ai une patiente qui avait été opérée, elle était allongée sur le divan. C'était son fauteuil, mais elle était installée sur quelque chose. Donc finalement, c'est une histoire de relation entre l'esprit, entre le corps et entre la présence de ce patient et notre propre présence, et nous-mêmes entre notre esprit et notre corps. Dans ta perception, moi, ça me fait penser au mot que Jean-Marc utilise, même quand il parle d'intuition. Est-ce que tu fais ce lien entre les deux? Oui, probablement parce que je leur propose ou suggère de rentrer en relation avec le soutien et l'appui, comme dans un dialogue un peu étrange, un peu invisible, dans lequel ils pourront y mettre ce qu'ils veulent. Et donc, bon, c'est une relation à trois, en fait. On parle de relation tiers à la limite, tu vois, dans lequel l'appui, la stabilité, l'appui, le soutien, j'insiste beaucoup sur ces deux notions, dans lequel ils vont pouvoir rentrer en dialogue du corps et y mettre ce qu'ils veulent. Faire glisser, faire fondre, infuser, enfin voilà, tous ces termes comme ça de dilution, de changement, en fait. Et donc, en fait, le fauteuil, l'appui, qui peut être une table, enfin, ce que je dis dans le livre, qu'importe, c'est le soutien, la stabilité, OK? Qui est en fait la personne tiers dans lequel ils vont pouvoir y mettre ce qu'ils veulent, lâcher quelque chose, faire fondre quelque chose, abandonner.
D'accord. Quand on t'écoute travailler, je repense toujours à François Roustan dans des réponses très, très sommaires, très, très simples, qui dit à une de nos collègues, mais quelle est votre question? C'est tout ce qu'il a demandé. Elle a mis du temps à supporter la question qu'il lui avait posée parce qu'elle avait tout préparé et elle était venue lui lire ses questions. Mais quand il disait quelle est votre question, il voulait lui dire, vous n'y croyez pas dans votre question. Ce n'est pas une question que vous m'amenez. Il avait fait la même chose dans l'amphithéâtre. Et quand je t'ai vu, moi, dans des consultations, tu sais que j'invite des patients à être avec nous, et tu as dit à un patient, mais pourquoi? Pourquoi vous couchez-vous déshabillé? Restez habillé, puisque vous voulez toujours partir. Là, quand tu lui parles comme ça, tu lui parles dans un présent qui désarçonne, mais parce que tu n'as pas pris de précautions particulières. Tu étais dans le présent avec lui. Alors ça, tu le situes à quel niveau? C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a des moments, euh, je pense des moments où il faut être direct et aussi un peu, enfin, il faut être direct, un peu provocateur et un petit peu étrange. Mais il faut l'annoncer. C'est-à-dire, moi, actuellement, je dis aux patients, votre problématique est difficile, mais le monde dans lequel on est difficile. Il est tendu, il est anxiogène, et donc ça va pas être facile. Donc on va y mettre un peu de souplesse, un peu d'humour, et puis quelquefois un peu d'étrangeté ou un petit peu de choses un peu différentes, de rigolade. Et ça, je crois que dans le lien, c'est très important parce qu'ils ne se sentent pas isolés. Ils ne sont pas isolés dans leur problématique parce que souvent elle est difficile. Et comme tu le sais, je m'occupe de parcours de soins à l'Institut Raphaël de gens qui ont le cancer, etc. Et je leur dis, viens s'ajouter à ça quelque chose dans lequel le contexte, alors ils ont dit, il y a double contexte, hein. On dit toujours le contexte, leur contexte personnel et le contexte environnemental. Et ça, il faut en tenir compte actuellement parce que le contexte environnemental est très pesant. Et donc ça, je l'annonce et je leur dis, écoutez, on va mettre un peu de souplesse parce qu'on en a besoin et vous verrez, ça, ça va mettre un petit peu de gaieté, un peu de danse, un peu, enfin, on peut mettre le mot qu'on veut, tu vois. Ce matin, je parlais avec une patiente et je lui redonnais la phrase des Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est intéressant parce qu'effectivement, les histoires de nos patients sont des histoires parfois tout à fait horribles, avec tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais on doit l'entendre puisqu'ils nous le racontent. Donc c'est leur vie. Et dans cette vie qui est extrêmement compliquée, qui n'aurait pas envie de la simplifier? Bien sûr. Et en même temps, quand on regarde cette carte des Shadok, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ça veut dire, oui, probablement qu'on n'a pas tout simplifié. On peut quand même simplifier des choses. Alors, dans le fait d'intervenir directement avec quelqu'un, je pense qu'on simplifie quelque chose. On se met à la portée d'eux, très probablement. Et on ne va pas tout feutrer, tout envelopper. Non, on donne comme on le ressent. Mais pour pouvoir le donner comme on le ressent, il faut qu'on soit, je crois, réellement dans une alliance où il y a quelque chose qui est protecteur dans notre contact. Tu vois l'image dont tu parles du médecin quand tu avais 4 ans, il t'a donné quelque chose là, de t'amener comme ça, mais il n'a pas touché que toi, il a touché tout ton environnement. Il a réussi probablement à rassurer tout ton environnement, et c'est cet environnement qui t'a fait dire, là, il a fait du bien à tout le monde. Est-ce que tu es un peu dans cette idée? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et moi, souvent, les gens ont déjà eu des rencontres avec des thérapeutes, des gens qui les ont aidés, etc. Et souvent, je l'annonce, je leur dis, vous savez, on va vraiment simplifier les choses. On va simplifier parce que c'est déjà assez compliqué, ça revient à ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va pas faire des choses compliquées. On va faire des choses extrêmement simples. Et ça, ils adhèrent. Parce que s'il y a une situation compliquée, tu rajoutes du compliqué, des exercices compliqués, enfin, des choses sur lesquelles j'adhère pas du tout, mais bon, euh, tu, tu,
tu embrouilles enfin, le message me paraît, Trop me flou. paraît Oui, trop pas, flou. pas, pas de bonne qualité. Mm. Et souvent, ils disent, mais on n'a pas fait d'hypnose. Mm. En fait, si, on a fait une hypnose. On a fait une hypnose. On a discuté. Entre-temps, on a fait des métaphores. Et tout ça, ils s'en sont pas rendus compte, tu vois. Ça sera après, tu vois. Et que souvent, je les interroge, je leur dis, mais on est en train de discuter, là, vous avez des images. Ah oui, 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 j'ai des images. Bon, ben, allez-y sur vos images, tu vois. Et donc, après, il dit, mais de quoi on n'a pas fait d'hypnose? Je lui dis, mais ça fait 1 heure qu'on est ensemble, on fait que ça. On a fait des métaphores, on a machin, on a fait des dessins, on a... Je leur fais beaucoup de dessins sur la temporalité en ce moment, parce que je suis un peu imbibé par Klein, et sur les espaces de temporalité. Et, mais c'est que de l'hypnose. Mais bon, et voilà, mais je pense que le travail, il sera après, tu vois. Il sera Qu'est-ce après. que tu préfères, Marc, puisque tu parles du temps, entre dépêchons-nous de prendre du temps ou prenons le temps de nous dépêcher? Qu'est-ce que tu préfères? Mais ça, tu sais, on a reçu Klein, Raphaël. Il dit que le temps s'accélère. Il a dit, c'est pas vrai. C'est pas le temps ne s'accélère pas. Dépêchons-nous de, ouais, d'accord, mais le temps, ça sera toujours le même. Tu vois, il nous a donné comme ça quelques petits messages assez rigolos. Il est assez très sympathique, très didactique et il connaît plein de choses quand même. Il a travaillé, il est physicien, etc. Donc toute cette notion de temps, il a beaucoup travaillé. Moi, je l'avais fait finir pour ça, la temporalité du soin. Et il a donc défini ces espaces. Alors, ça me rejoint de mon travail initial, c'est-à-dire les espaces où on n'est plus, on n'y est plus, les espaces où on est. Et là, on rejoint un petit peu Jean-Marc avec la relation entre l'esprit et le corps, OK? Et puis l'espace où on n'est pas encore. Mais l'esprit se balade dans les trois espaces, mais la seul endroit où tu réunis les deux, c'est là où tu es. Alors, ce que tu dis, moi, je le garde comme support dans toutes les consultations d'addictologie où un patient me dit, mais qu'est-ce qui va se passer dans 1 heure? Est-ce que je vais pouvoir ne pas fumer? Mais je dis, mais c'est pas mon problème. Mais ce n'est même plus le vôtre, puisque nous sommes là en train de travailler ensemble sur ce qu'on peut éventuellement trouver comme chemin. C'est ce chemin que vous utiliserez tout à l'heure. Hmm. Ça fait peur, bien sûr, de se dire qu'est-ce qui va se passer après. Bien sûr. Alors, il parle beaucoup d'espace de temps. Et bon, pour nous, c'est très important dans le soin et dans le chemin thérapeutique. Et à la limite, il pousse un peu le bouchon et il dit l'espace d'après, c'est-à-dire le futur, on n'y est pas. Il va être influencé simplement par ce qui se passe là. Et derrière, on n'y est plus. Certes, le moment actuel est influencé par ce qui s'est passé, mais on n'y est plus. Et ça fait tomber beaucoup de choses, Pascal. Ça fait tomber beaucoup de choses. Et probablement dans les traumas, alors je ne parle pas des traumas complexes, etc., parce que c'est pas mon sujet, mais dans certains traumas ou des choses que les gens trimballent comme ça, le fait de leur dire vous n'y êtes plus, ça baisse. J'ai pas dit que c'était réglé, mais ça baisse. Et donc je fais des schémas et je leur termine en disant le plus important, c'est ce que je vais dire maintenant. Il y a 3 carrés. Là, vous n'y êtes plus. Et là, tout le temps, il me dit, j'y suis pas encore. Et à ce moment-là, la tension baisse. Et ils reviennent là. Tu parles souvent de la page blanche. C'est ton plus beau dessin, la page blanche. Oui, parce que c'est l'espace de la liberté. Mais Hum. ça, je l'ai compris quand j'ai commencé à faire de l'hypnose au bloc opératoire. J'étais là en leur disant, pensez à ci, pensez à ça. Tu vois, j'étais un peu directif, ou choisissez quelque chose qui vous plaît. Enfin, tu vois, j'étais directif.
Et puis à la fin, je leur demandais, et en fait, toutes les directions que j'avais données, 9 fois sur 10, ils ne les avaient pas suivies. Donc j'ai dit, on va arrêter ça. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Et puis un jour, bon, j'ai lu le bouquin de Brosseau, encore une fois, une histoire complètement dingue. Et il dit, je donne une page blanche aux malades, mais c'était pour autre chose, hein. J'ai dit, mais moi, je vais faire ça, vu que ma direction ne les intéresse pas. Donc, je vais leur dire, choisissez la vôtre. Moi, je ne vais pas vous en donner, mais ce que je peux vous donner, ça ne vous intéresse pas. C'est parce que... Donc, je vais vous... Donc, prenez la vôtre. Alors, en image, alors après, on ouvre le vaco, la sensorialité, enfin voilà. Mais et à partir de ce moment-là, j'étais complètement libéré et eux aussi. Ce que tu dis, c'est intéressant, ça me fait penser au moment où on va dans un restaurant et puis on ne trouve pas ce qu'on va prendre, on n'a pas choisi, et on va dire aux autres, vous avez choisi. Ah oui, oui. Et qu'est-ce que vous prenez? Ben, on n'aime pas du tout ce qu'ils prennent. Et là, on fait notre choix. C'est extraordinaire, hein. Oui, c'est Parce ça. qu'on s'est autorisé enfin pouvoir choisir. Voilà. Puisque eux, ils ont choisi, j'ai le droit de choisir aussi. Ouais. Est-ce que Marc, tu peux nous parler un petit peu de musique, ou nous parler de peinture, nous parler d'art? Alors, bon, la peinture, moi, je vais un peu, j'aime beaucoup Marmottan, donc je l'ai cité dans mes bouquins, parce que c'est un petit musée avec des expositions très bien faites. Euh, c'est très cocooning, ça dure pas très longtemps. Donc il y a souvent des thèmes. Il y a eu les thèmes de, je crois, la toilette. Il y a eu des thèmes. Enfin voilà, je- j'aime beaucoup. Alors il va être en travaux pendant longtemps, mais c'est un musée que j'ai bien, que j'apprécie beaucoup avec vraiment des thèmes choisis. Et puis l'ancien directeur de Marmottan était né dans le village dans lequel j'ai passé toute mon enfance dans l'Aisne. Il était pris de Rome et voilà. Donc je cherche son nom, puis évidemment je ne le trouve pas. Donc j'aime bien. Alors la musique. Moi, je suis un spécialiste, Pascal, de la chanson française. Tu m'avais jamais vu comme ça. Je connais assez bien la chanson française. Alors, pas celle vraiment la moderne, encore que. Euh, je connais tout Reggiani, tout Aznavour. J'ai vu sur scène trois, quatre fois. J'ai vu Barbara, j'ai vu Léo Ferré. Enfin voilà, tous ces monuments de la chanson. J'ai jamais vu Brel, mais tous ces monuments de la chanson française, vraiment, je connais vraiment pas mal, pas mal. Euh, et puis là, dans la chanson française moderne, je suis très étonné par une chanteuse qui s'appelle Zaz. Euh, et vraiment, sa voix, et en particulier, elle a repris avec Aznavour J'aime Paris au mois de mai. Écoute, je trouve que c'est une merveille. C'est une merveille intergénérationnelle. Ça existe sur YouTube, j'invite à écouter. Et voilà. Et dans la chanson française, j'aime aussi beaucoup les duos. Donc je me balade sur YouTube à écouter des duos parce que je trouve qu'il y a une espèce de lien qui s'effectue et qui est toujours assez étonnant. Oui, ce J'écoute un sont peu des... de jazz, mais moins que toi et Henri. Voilà en gros le. Alors, ce que tu nous dis, c'est intéressant et c'est joli parce que, rappelle-toi, les variétés, elles n'étaient faites que de duos et on Oui, construisait des duos. Et ce qui est extraordinaire, moi, je le comparerais dans le jazz à ce qu'on appelle un bœuf, qu'on voit très peu, qu'on ne voit quasiment plus. Et dans les festivals où tout le monde doit passer très vite un certain temps, etc., c'est compliqué. Alors, Marciac, Wynton Marsalis le construit toujours en créant des duos qui vont être créés pour ça. Zao de Sagazan, tu l'as entendu chanter, tu l'as peut-être vu. Je suis ébloui par ce qu'elle fait. J'ai la sensation qu'elle amène tout ce qu'on a pu aimer dans les variétés d'avant, avec sa voix de maintenant. C'est absolument fabuleux.
Tu vas adorer. Ce qu'elle chante, comme elle est en public, elle est généreuse, et ce qu'elle fait aussi dans sa présentation, c'est extrêmement joli. Les variétés françaises euh, ont le mérite d'amener un langage qu'elle ramène d'ailleurs. Zao de Sagazan, elle s'exprime bien. Et ça fait du bien, ça fait du bien. On a un langage qui est complexe en France. C'est compliqué de dire les mots, de traduire des émotions. C'est vrai qu'on le retrouve peut-être moins dans certaines autres langues, mais le français a cette particularité, et c'est ce qui est probablement, à mon avis, très émouvant et qui nous touche. Marc, je vais te souhaiter de continuer tes vacances tranquillement. Ben, merci, ben, on va essayer. Merci d'avoir donné du temps. Et Ben, c'est puis, toujours un plaisir, Pascal, et puis j'espère qu'on se retrouvera. ouais, ouais. Je pense qu'on va se retrouver dans pas très longtemps. À très bientôt. Ok, merci Dis Marc. beaucoup. Merci, au revoir.